Les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour cet avant-dernier volet, tout compte fait, on va en faire un encore la semaine prochaine, de souvenirs d'une autre et belle époque. Et oui, les années, depuis le début de cette série, on a commencé quand même en 1960 et on se retrouve dans la dernière décennie avant le nouveau siècle. Alors voilà, bon, vous avez été, et vous êtes nombreux quand même à regarder, malgré que, bon, vous n'ayez pas posté de commentaires sur vos souvenirs. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais aimé partager avec vous quelques souvenirs. Mais bon, toujours est-il, je ne vous en veux pas, bien au contraire. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner via le petit lien s'abonner en rouge en bas de l'écran à droite. Et si vous êtes déjà abonné, merci de vous être abonné à notre chaîne. Nous sommes heureux de compter tous nos abonnés parmi la famille MX Farmer. Alors voilà, toujours est-il que la semaine dernière, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, nous étions arrêtés en 1996. Et oui, on va tout simplement dire au revoir à 1996 et comme d'habitude, oui, je sais que vous le savez, bonjour à l'année 1997. Alors on commence bien entendu par la chronique météo de 1997. Comme vous pouvez le voir sur le graphisme habituel, les variations de température et de pluie pour l'année 1997. Et en 1997, bien sûr, c'est c'est une vague de froid qui débute le 23 décembre 1996 et qui continue, bien entendu, avec des températures minimales au mois de janvier, début janvier, c'est une vague de froid, la mer gelée à Malo-les-Bains dans le 62. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est quand même exceptionnel. Une vague de froid quand même, le lac de Grandlieu, à quelques kilomètres de Nantes, est entièrement gelé lui aussi, ainsi que dans l'Oise, à Pontoise, l'Oise est en partie gelée par le froid de début janvier 1997. Et on peut le voir aussi sur les photos, on mesure localement plus de 50 cm de neige dans le centre du Cotentin. L'île d'Ouessant, dans le Finistère, n'est pas non plus épargnée par la neige. Bon, ce qui faisait le bonheur de petites batailles de neige. Bon, on savait encore s'amuser à cette époque. Et aussi, cette vague de froid, des TGV sont bloqués en vallée du Rhône, en 1997. C'est quand même relatif. Il y a longtemps que, ça peut arriver encore prochainement, qui sait. Mais bon, toujours est-il que du 3 au 5 mars 1997 et du 10 au 12 mars 1997, toujours, une très grande douceur dans le sud, puis sur toute la France, les terrasses des cafés se remplissent dans les grandes villes, mais une alerte à la pollution est déjà déclenchée à Paris en ce mois de mars. C'est aussi, de janvier à avril, la sécheresse est partout très importante. Des pénuries d'eau apparaissent en avril 1997 sur l'Île-de-France et d'autres régions. 10 départements sont concernés par ces restrictions d'eau. Du 21
au 22-23 avril, sur un sol déjà desséché, les gelées particulièrement fortes ravagent les vignes et versets du Var intérieur. Du Vaucluse et du Gard, les températures atteignent également des niveaux très bas dans le nord et le centre, avec jusqu'à -8 par exemple à Sarleville-Mézières. Comme vous pouvez le voir sur les photos, évidemment, les vignes qui sont quand même... qui sont une plante, un arbre, comment dire, enfin bon, voilà, qui sont particulièrement, particulièrement fragiles face aux gelées. Et c'est vrai que ça se voit encore à l'heure actuelle, hein, on a des fois des gelées tardives. Moi, on m'a toujours appris, tout pendant que les champs de glace ne sont pas passés, généralement, c'est pas toujours bon. Hein. C'est pour ça que, moi, par exemple, je fais mes patates assez tardivement, de façon à ce qu'au champ de glace, elles ne soient pas encore sorties. Si jamais il y a des gelées, au moins, les jeunes pousses ne gèlent pas. Voilà. Enfin bon, c'est les anciens qui m'ont appris ça, et puis ils n'avaient pas tout à fait tort, parce qu'ils n'avaient pas de satellite ni quoi que ce soit pour reconnaître la météo, et ils en connaissaient un rayon parce qu'ils vivaient avec la météo qu'ils observaient chaque jour. Enfin, toujours est-il que du 7 au 8 mai de cette même année, il neige en Vendée, en Touraine et sur la côte d'Opale et le Limousin. On mesure jusqu'à 5 cm de neige à Tours. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la neige en Touraine entre le 7 et le 8 mai 1997. Le début juin est marqué par l'orage sur le Minervois, nord de l'Aude. Il tombe jusqu'à 182 mm en 6 heures à Pouzol, Minervois, 137 mm en 2 heures à Fabrezan. Le 11 juin, c'est toujours des violents orages, je ne vais pas y arriver, mais c'est pas possible. Des Pays de Loire à l'Île-de-France, 10 cm de grêle recouvrent les rues de Nantes. De nombreux arbres sont déracinés dans les parcs de Paris, où l'on compte un mort et plusieurs blessés. Le 16 juin, c'est une nouvelle vague orageuse en Normandie, en région parisienne. Le village de Saint-Martin de Bosserville, près de Rouen, est ravagé par un torrent de boue emportant 4 personnes. Des habitants se réfugient sur les toits. Le nord de Paris est également submergé. Les pompiers reçoivent 600 appels en 6 heures. Il tombe 144 mm à Hausebosque, 81 mm à Waterville-la-Rue, dont 70 mm en 1h30, 84 mm à Goupillières, 64 mm à Grand-Quevilly et 62 mm à Rouen-Rive-Gauche. Comme vous pouvez le voir, à Rouen, le 16 juin, sur les photos. Et du 3 au 25 août, très longue vague de chaleur. Les températures dépassent jusqu'à 30 degrés durant 14 jours à Paris. Les taux de pollution redeviennent très élevés dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Lille, ou voire même Strasbourg. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, c'est l'évolution des températures à Paris-Montsouris en août 1997. La vague de chaleur du mois d'août 1997, les jardins du Trocadéro, sous un soleil écrasant, cette vague de chaleur qui n'en finit pas est très éprouvante pour les personnes âgées. Vous vous doutez bien, c'est vrai que dans les années 90, on a commencé à prendre au sérieux les grosses vagues de chaleur parce que la population, une certaine génération de population étant vieillissante, donc bien entendu, on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus de décès. Donc, en août de cette même année, la chaleur sur les places du Nord, les taux de pollution atteignent des niveaux très élevés dans les grandes agglomérations, comme ici à Lyon, on peut voir sur la photo
que la pollution était relativement importante sur Lyon, quoi. Dans la nuit du 4 au 5 août, la région parisienne est une nouvelle fois éprouvée par les orages. L'inondation à la porte de Saint-Cloud, écoulée de boue à Auvers-sur-Oise dans le Val d'Oise, mais c'est surtout à Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise qui est touché avec 125 mm d'eau tombée en 1h30. C'est le plus gros orage connu en Vexin et l'un des 3 plus remarquables de tout ce siècle sur ce département. Une trombe aurait été observée à Vélannes-le-Bois, d'impressionnantes chutes de grêle touchent l'est du Val d'Oise. Des grêlons de 4 cm de diamètre occasionnent de très gros dégâts. Bon, ouais, je m'en rappelle parce que j'étais sur Cormeilles-en-Vexin à ce moment-là, donc et il y avait un client qui avait des parcelles qui étaient sur Magny-en-Vexin, donc oui, c'est vrai que bon, c'est quand même des souvenirs lointains, mais je m'en rappelle quand même. Mais bon, toujours est-il que bon, ça encore une fois la météo. Et du 10 au 11 août, c'est des pluies diluviennes, qui inondent certains secteurs de l'Ariège, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône et du Var, où des campings sont évacués. La Canebière est submergée le 10 août. Il tombe 205 mm à Lézignane, 195 mm à Cruscade, 155 mm à Belfort. Le 11 août, les pluies orageuses touchent notamment les Bouches-du-Rhône, où il tombe entre 50 et 90 mm en moins de 3 heures sur la région marseillaise, 80 mm à Marseille, Observatoire, 83 mm à Cassis. Et donc, après, c'est vrai que le restant de l'année va être sous les mêmes augures, avec des orages et des tempêtes. On commence déjà à avoir des tempêtes qui, par exemple, la tempête du 17 décembre 1997, cumul de pluie au cours de la journée du 17 décembre, et entre le 17 et 18 décembre, la pluie va tomber abondamment, comme à Agde, inondée le 17 décembre de cette même année, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et oui, la météo, c'est tous les ans, il y a un petit florilège, soit on va dire, d'une météo quasi normale, mais bon, tout ça dépend des anticyclones, des dépressions, des hautes et des basses pressions, de toute façon. Et ça, aucun, même le plus grand chef d'État, ne pourra être maître de la météo. Encore d'ailleurs, parce que là, ce coup-là, je crois que déjà que c'est la guerre un peu partout, là, je crois que là, c'est pas ce qu'il pourrait inventer pour arriver à nous sortir, mais bon. Enfin, toujours est-il qu'on va passer aux actualités, quelques actualités de 1997. En effet, en 1997, c'est le dossier de l'amiante qui, on s'aperçoit en 97 que la fabrication et la vente de l'amiante est interdite en France 20 ans plus tard. Même encore à l'heure actuelle, il y a encore plus de 20 millions de tonnes d'amiante qui seraient encore présents dans les bâtiments, y compris, voire même les hôpitaux. Comme quoi, l'amiante on a été longtemps peut-être à ignorer le sujet, en sachant que bon, il y avait des risques, mais bon, pourquoi il y a certaines personnes qui vont être plus sujettes à avoir des problèmes avec l'amiante, et puis d'autres moins, donc mais là, il était temps, Et donc, comme cette année de 1997 qui commence par un mercredi et se termine par un mercredi, voilà, bon. Et donc, le 20
le 5-01 1997, c'est la mort d'André Franquin, qui était né le 3 janvier 1924, auteur de nombreuses bandes dessinées. Modeste, Pompon, ou même Gaston Lagaffe, Spirou, et j'en passe d'ailleurs. A-t-on encore à l'heure actuelle des auteurs de bandes dessinées qui sont capables d'arriver à nous faire rêver? Mais bon, c'est ma nostalgie quelque part. Et le 21-01-1997, c'est bien sûr Bill Clinton qui a été réélu le 5 novembre 1996, qui prête serment à Washington pour son second mandat de président des États-Unis. Le 23-01, c'est Maurice Papon qui est accusé de complicité de crimes contre l'humanité entre juillet 1942 et mai 1944 et envoyé devant la cour d'assises. On a mis énormément de temps à juger certains acteurs de la Seconde Guerre mondiale qui étaient pro-nazis, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, tout n'est pas parfait. Même si malheureusement ça n'a ramené la vie à personne, malheureusement. Et c'est aussi le 23-02, cette même année, qu'on annonce la réussite par une équipe de scientifiques écossais, le clonage de la brebis Dolly. Qui n'a pas entendu parler de cette fameuse brebis? Bah oui, arriver à clowner une brebis. Peut-être qu'un jour, ils vont nous clowner. Alors bon, peut-être pas moi, parce que... Ouais, bon, enfin, je suis peut-être pas le plus de l'humanité, mais bon, voilà. Enfin, ils clowneront certainement ceux qui sont encore plus que moi. Bref, bon, toujours est-il qu'on va continuer notre actualité. Et le 4-03, malheureusement, on apprend le décès du comédien, acteur et humoriste Paul Prébois. Ben oui, ce fameux Paul Prébois, qui a joué énormément de rôles avec énormément d'artistes. Paul Prébois qui quand même a été aussi longtemps dans les émissions de Patrick Sébastien. Hein. Il était connu pour ses sketchs avec Louis de Funès. Et puis, bien entendu, comme je vous le disais, dans les émissions de Patrick Sébastien à la télévision. Il était né le 21 février 1927. C'est aussi le Français Luc Alphand, le 7-03-1997, qui est vainqueur de la Coupe du Monde de ski. Eh oui, bravo Luc Alphand. Bon, on le connaît maintenant, on l'a connu aussi sur le Paris-Dakar, et comme commentateur aussi pour le journal du Dakar pendant quelques temps sur France 3 ou France Télévisions si vous préférez. C'est aussi 5 adeptes du temple solaire le 22-03 qui se suicident en incendiant leur maison à Saint-Casimir au Québec. Décidément, cette secte aura fait couler énormément d'encre et aussi aura tué beaucoup de personnes. Hein. C'est cette même année que Lionel Jospin est nommé Premier ministre par le président Jacques Chirac pour assurer la troisième coalition de la Ve République. Le 2-06-1997, Lionel Jospin a été nommé Premier ministre. Et le 25-06, on apprend le décès de Jean-Yves Cousteau, explorateur et cinéaste des fonds sous-marins, réalisateur en 1976 du documentaire Voyage au bout du monde, où il narre son expédition en Antarctique à bord de la Calypso.
D'ailleurs, France Gall en avait fait, enfin, France Gall via Michel Berger en avait fait une chanson. C'est aussi le 1er juillet qu'on apprend le décès de l'acteur américain Robert Mitchum. Né le 6 août 1917, on le voit dans le film Présumé dangereux de Georges Lautner, il incarne un homme dont le secret lui vaut d'être menacé à la fois par ses amis et ses ennemis. Mais il a joué dans Le jour le plus long, entre autres. D'ailleurs, je crois que c'est le film, enfin Le jour le plus long, qui a rassemblé le maximum d'acteurs connus à cette époque. Et c'est aussi le décès de l'acteur américain le 2/07, c'est-à-dire le lendemain, de James Stewart, qui était né le 20 mai 1908, pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il joue un aviateur dans Le vol du Phénix. Et oui, c'est toute cette vague d'acteurs qui nous quittait, hein, on arrivait, et oui, vers une nouvelle génération qui n'est peut-être pas à mon goût la meilleure, mais bon, voilà, je suis peut-être trop nostalgique, malgré qu'on ait quand même de bons acteurs, quand même. Faut pas non plus aller dire ce qui n'est pas. Et le 27/07, c'est l'arrivée du Tour de France. Et oui, et c'est Jan Ullrich, qui devient le premier vainqueur allemand du Tour de France en remportant la 84e édition à 9 minutes du français Richard Virenque et à 14 minutes de l'Italien Marco Pantani. Et c'est aussi le 4 août de cette même année qu'on apprend le décès de Jeanne Calment, qui a 122 ans et 164 jours. Doyenne de l'humanité depuis le 14 février 1991. Elle était née le 21/02 1875. Ah bah oui, quand même. Une belle longévité. Et donc, le 31 août de cette même année, on apprend la mort accidentelle de... Oui, Lady Diana Spencer, qui était née le 1er juillet 1961, princesse de Galles et ex-épouse du prince Charles dans un accident de voiture à Paris. Et oui, c'est pareil, cet accident a fait couler énormément d'encre et délié énormément de langues qui ont été dans leur petit répertoire à trouver soit Lady Diana comme la meilleure des femmes, d'autres contre la plus mauvaise des femmes. Enfin bon, voilà, c'est l'humanité qui veut ça. C'est le 5 septembre qu'on apprend le décès de Mère Teresa à Calcutta en Inde, qui a été prix Nobel de la paix en 1979. Le 5 septembre est la journée internationale de la charité. C'est l'ouverture du procès Papon le 8-10 aux assises. Il est accusé d'avoir contribué entre 1942 et 1944 à la déportation de dizaines de juifs vers Drancy, antichambre des camps d'extermination allemands. Le 9 septembre, c'est le judoka David Douillet qui remporte son 4e titre mondial, le 3e consécutif dans la catégorie des plus de 95 kilos. Bravo, David Douillet quand même. Faut reconnaître ce qui est. Et le 26 octobre, le Canadien Jacques Villeneuve remporte le titre de champion du monde automobile de Formule 1. Bravo Jacques Villeneuve, parce que bon, c'est quand même un grand pilote. Oui,
Enfin, malgré qu'il soit encore existant, mais je veux dire, c'était quand même pour l'époque un grand pilote. Et donc, après l'échec du 4 juin 96, la fusée Ariane 5 réussit la première mise en orbite. Ah oui, le 30-10-1997, plus d'un an après, comme quoi... Et le 1er novembre 1997, c'est la présentation d'un film, mais pas de n'importe quel film, un film que énormément de spectateurs ont été voir dans les salles, ou même quand il repasse à la télé, beaucoup le regardent. Ce film n'est autre que Titanic. Il est présenté au Festival international du film de Tokyo, produit et réalisé par James Cameron, d'un budget de 200 millions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez, 200 millions de dollars. Le film en a rapporté plus de 2 milliards. C'est phénoménal quand même. C'est un succès, on va dire, pas interplanétaire, mais je veux dire, international. Plus qu'international. Enfin, toujours est-il. À se demander si les Martiens ne l'ont même pas vu. On ne sait jamais. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Le 16-11-1997, on apprend le décès de Georges Marchais, qui était secrétaire général du Parti communiste français entre 1972 et 1994. Il était né le 7 juin 1920. Il avait une maison de campagne pas très loin d'où j'habitais. Et je me rappelle parce que mon grand-père, un jour, j'étais pas vieux, il me fait, regarde, tiens, tu sais qui c'est? C'est le monsieur qui fait de la politique qu'on voit à la télé. J'étais gamin, moi. Il me fait, ouais, c'est Georges Marchais. Il laissait la déesse à Falaise et il prenait une 2 chevaux pour aller dans sa maison de campagne. C'était marrant, quoi, pour passer quelque part incognito. Mais bon, c'était une autre époque où on ne s'appelait pas, par exemple, je ne vais pas citer de nom parce que ça n'en vaut même pas la peine, qui se permettent de prendre des vacances dans les meilleurs palaces, les meilleures îles, aux frais de la société. Enfin, bon, bref. On va pas s'épancher là-dessus. Et le 24-11-1997, c'est la mort de la chanteuse Barbara, qui était née le 9 juin 1930, auteur et interprète de la chanson L'Aigle Noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Enfin bon, je suis loin de m'appeler Barbara. Malheureusement. Et donc, cette année se termine, comme elle avait commencé, avec un mercredi. Et nous allons passer au 8 parade de cette fameuse année 1997. Eh oui, le hit parade. Bon, on va pas se priver, non mais sans blague, Eh bien, cette année-là, c'est Will Smith avec Men in Black qui était à la tête de ce hit parade international qui était suivi, bien entendu, on va dire quasiment ex aequo, par par qui? Non. Eh bien, Daft Punk. Ben oui, les Daft Punk. Oh, vous avez quand même pas oublié Around the World. Bah oui, les Daft Punk. Ah oui, qui n'a pas entendu les Daft Punk à cette époque-là, c'est bon. Et Jean-Jacques Goldman se trouvait aussi dans le hit parade avec Sache que je. Ah oui, tout simplement. Un titre, Sache que je.
magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, comme il a su, et il sait, je suis sûr et certain qu'il sait toujours en faire, malgré qu'il reste dans l'anonymat, et il n'a pas tout à fait tort quelque part. Hein. Et aussi, c'était Pascal Obispo qui, avec son titre Lucie, qui se trouvait au hit parade francophone. Hein. Bah oui, quand même. Alors, on a quand même... Oui, c'est quand même des auteurs, compositeurs, interprètes de talent, parce qu'ils ont écrit pour bon nombre de chanteurs, que ce soit Obispo, Jean-Jacques Goldman, bon, même pour les plus grands, hein, ils ont écrit pour Johnny Hallyday, pour Céline Dion, bon, pour Pascal Obispo, ça a été pour Florent Pagny ou Natacha Saint-Pierre, et j'en passe, c'est des meilleurs, bien entendu. Enfin, toujours est-il que cette année 1997 se termine. Alors, bah, comme d'habitude, hein, on dit au revoir à 1997 et on va se retrouver avec l'année 98, ce qui paraît logique, non, franchement. C'est plus 97, c'est 98, bah oui. Eh bah oui, les amis, 98. Alors bonjour 1998. On commence bien entendu par la chronique météo de 1998 avec, comme vous pouvez le voir sur le graphisme, les écarts de température et de pluie pour cette année 1998 qui commence déjà par une première tempête des 4 tempêtes, enfin la première tempête des 4 tempêtes qui balayeront la France, le nord de la France entre le 2 et le 5 janvier 1998. Comme vous pouvez le voir, d'innombrables dégâts dans l'ouest du pays, avec des arbres arrachés, des camions couchés, enfin, franchement, entre les deux, comme vous pouvez le voir sur les photos, les 2, 3, 4 et 5 janvier, ça soufflait, hein. Il faisait pas bon être dehors, hein, quand même. Hein, c'est vrai, hein. Mais bon, toujours est-il que, voilà, le 4 janvier, hein, les rafales de vent maximales et indice de sévérité, les rafales de vent les plus fortes atteignent jusqu'à 180 km/h sur l'île Croix, dans le Morbihan, 151 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère, 126 km/h à Damblainville, dans le Calvados. Et comme vous pouvez le voir, dans la nuit du 7 au 8 janvier 1998, une tornade provoque d'énormes dégâts entre Saint-Omer, Capelle et Bourbourg, dans la région Pas-de-Calais. 220 maisons sont endommagées, mais on ne compte seulement que des blessés. Hein. Et on peut voir aussi sur les photos, hein, l'ancien présentateur et bon collègue de la scène météo, Patrick Marlière, qui est interviewé par TF1 à la suite de la tornade à Saint-Omer-Capelle. Et nous continuons cette fameuse météo un petit peu capricieuse en 1998 quand même, parce que du 11 au 21 février, c'est l'été en plein hiver, avec une véritable pluie de record. On dépasse 18 degrés sur presque toute la France. Hein, on est, je vous rappelle, entre le 11 et le 21 février. Il fait 25 degrés en Aquitaine, 23 et 24 degrés sur le Périgord, 23 à Grenoble, 22 à Poitiers, 20 à Orléans, 18 à Paris. Toutes les places sont prises d'assaut. On se baigne à Biarritz. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, à Deauville, on jouait aux échecs sur la plage. Hein? Non mais quand même, au mois de février. Hein? Et puis après on va me dire, ouais, la météo, là, on n'a jamais connu ça. Mais si, on a déjà connu des météos capricieuses et puis un petit peu rocambolesques, si je puis dire. Et donc, on passe au mois de juin avec, dans la nuit du 5 au 6 juin de cette même année, de
très gros orages provoquent la mort de 2 personnes dans le Béarn. Selon le radar de Bordeaux, il serait tombé entre 65 et 115 mm en 24 heures sur la Salosse et le Béarn, ainsi qu'au sud de Bordeaux. Le 6 juin 1998, une tornade dévaste les secteurs de Dain, Aron, Sâtelet et Saint-Pierre-les-Bois dans le Cer. Orage très impressionnant à Béthune, dans le Pas-de-Calais, où l'on mesure entre 20 et 50 cm de grêle, comme on peut le voir sur la photo. C'est vrai que la grêle, quand elle tombe, hein. Et bon, plus ça va, plus les épisodes orageux accompagnés de grêle sont relativement violents, comme on a pu le voir cette année. Par exemple, ne serait-ce que sur Condé-sur-Noireau, où de nombreux dégâts ont été faits aux cultures qui arrivaient presque à maturité. Mais bon, ça malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est une vague de chaleur en août 98, des températures maximales entre le 10 et le 11 août 1998. C'est pour le deuxième mois d'août consécutif, les taux de pollution atteignent des valeurs très élevées en août 1998. Le 2 septembre, c'est de très violents orages et pluies diluviennes en Normandie et dans le nord, en Pas-de-Calais. Comme quoi, personne n'était épargné, quelque part. Et le 20 décembre 1998, c'est une violente tempête et de nombreux dégâts sur la moitié ouest. Une dépression se creuse en arrivant sur la France. Rafale à 169 km/h à la pointe du Raz dans le Finistère, 158 km/h sur l'île d'Ouessant, 126 à Biscarrosse dans les Landes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Bon, aurait peut-être fallu garer la caravane ailleurs, chérie, quand même. Hein? T'as vu, on n'a plus de caravane. Je t'avais dit de pas mettre la caravane. Enfin, bon, on peut rire maintenant, mais bon, c'est vrai que là, il n'y avait rien quelque part de marrant, mais bon, on peut en rire maintenant quelque part. Voilà. Et donc, la météo 1998 se termine, bien sûr, sur cette note quelque part humoristique, sans être sans être, bon, des plus rigolotes, mais bon, voilà, c'était pour un petit cliché pour dédramatiser un petit peu les choses. Et donc, on va passer aux événements de l'actualité de 1998, qui, bien entendu, comme l'année 97 s'était terminée un mercredi, l'année 98 commence par un jeudi et se termine par un jeudi. Et donc, le 1er janvier 1998, jusque-là, réservé à l'entreprise France Télécom, le marché des télécommunications est ouvert à la concurrence. Eh oui, ça commençait déjà. Hein. Eh oui. Mais bon, toujours est-il que... Et c'est le 21 janvier de cette même année que la presse révèle que Bill Clinton, président des États-Unis d'Amérique, aurait demandé à une ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, avec laquelle il aurait entretenu des relations intimes, de mentir sur ce point lorsqu'elle serait interrogée. Mais franchement, c'est ça qui me fait un peu rire, quelque part. Que ça soit, bon, là pour Bill Clinton, mais bon, ça a pu être que pour Dominique Strauss-Kahn, DSK, enfin bon, comme vous voudrez. Mais qu'est-ce qu'on sent? Enfin, moi, personnellement, je m'en fous de savoir avec qui il a couché, avec qui il a... franchement, c'est leur vie privée. Si la femme était d'accord, après tout, pourquoi pas, c'est leur problème. On s'en fout à partir du moment qu'ils gouvernent un pays correctement, quoi. C'est pas pire que des présidents qui sont passés bien avant, hein, style Monsieur Sarkozy, qui arrive avec sa femme, au bras de sa femme pour préparer les élections, et puis patatna, et puis couffin, et puis à peine il est élu qu'il est au bras de sa femme, et quelques mois après, il divorce pour aller avec Carla Bruni, par exemple, hein, ou ne serait-ce que Monsieur François Hollande.
Je n'ai rien contre ces personnes, mais enfin bon, et puis c'était les premiers à dire que DSK c'est une ordure. Ouais. Bonnet blanc et blanc bonnet, hein, d'accord. Bon, enfin bref, toujours est-il que bon, hein, on continue les informations, les actualités, hein, les événements de 1998 avec, figurez-vous, l'inauguration du Stade de France le 28-01 à Saint-Denis, en région parisienne. 80 000 personnes sont là pour un match de football amical où la France bat l'Espagne 1-0 grâce à un but de Zinedine Zidane. Eh oui, Zizou avait marqué son but, hein? Ah, le petit Zizou, alors. Bon, moi, j'aime pas le football, donc bon. Après, dire que je suis capable d'aller faire de taper dans un ballon comme ils le font, mais en même temps, au prix qu'ils sont payés, qui n'irait pas taper dans un ballon, hein? Tout le monde n'en est pas capable, bien entendu, c'est vrai. Et le 2 février 1998, c'est le décès du vulcanologue et écrivain Haroun Taziev qui était né le 11 mai 1914, fervent défenseur de l'environnement. Eh oui. C'est aussi le gouvernement français qui annonce l'arrêt définitif du super-réacteur nucléaire Superphénix un an plus tôt. Le journal des Échos titrait « Superphénix, un essai industriel de 60 milliards ». Enfin, quand il s'agit de dépenser de l'argent public, n'importe qui est capable de le faire, hein. Enfin, moi, ce serait plutôt du tempérament à... voilà, bon, je ne suis pas président de la République, mais bon... Bon, voilà, bon, bref. On passe au 7 février 1998 avec l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Nagano, au Japon, entre le 7 et le 22 février 1998. Ah, les Jeux Olympiques, eh oui, les Jeux Olympiques. Le 13-02-1998, Jean-Luc Crétier devient champion du monde de descente aux Jeux Olympiques de Nagano au Japon. Eh oui, un Français qui a su s'illustrer à cette époque, au moment où il le fallait, quelque part. Et le 26 mars 1998, c'est le tueur en série Guy Georges, qui est arrêté 16 ans après sa première agression pour laquelle il est alors condamné de 18 mois de prison en 1982. Un fichier ADN est mis en œuvre. Il était peut-être temps. Le 7 avril, on apprend le décès du présentateur des actualités de 13 heures entre 1975 et 1988, Jacques Mourouzi. Non mais je vais pas y arriver, non mais pas Jacques, non, Yves Mourouzi qui avec Marie-Laure Augry présentait le 13h pendant toutes ces années. Il était né le 20 juillet 1942. Moi je m'en rappelle parce que voilà, c'est c'était un présentateur unique, hein, Yves Mourouzi, qui avait son franc-parler aussi, hein. Et moi, je le voyais tous les midis parce que mon grand-père regardait les informations. Donc, voilà, qui n'a pas connu dans notre génération Yves Mourouzi. Et c'est le 15 avril 1998 que sort le film « Le dîner de cons » de Francis Weber. Alors, qui n'a pas vu le dîner de cons, celui qui ne l'a pas vu, je vous invite à le voir, parce que c'est quand même un très très bon film humoristique, hein. Ce film a été d'ailleurs créé d'après la pièce de théâtre du même nom, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte comme acteurs principaux. Et c'est aussi, pardon, ne serait-ce que, voilà, le début, en ce 10-06-98, le premier jour de la Coupe du Monde de football organisée par la France. Le Brésil remporte le match d'ouverture par 2-1 contre l'Écosse. Le 12 juin, la France bat l'Afrique
du Sud, 3-0. Les équipes victorieuses de ces matchs se retrouveront quand? Eh oui, le 12 juillet, mais nous allons en parler tout de suite. Eh oui, le 13 juin de cette même année, c'est le navigateur Éric Tabarly qui disparaît en mer d'Irlande suite à un accident. Il est retrouvé un mois plus tard. Et donc, le 3-7-98, au Stade de France à Saint-Denis, les Français battent l'Italie en quart de finale de la Coupe du Monde de football après un score nul durant le match et un résultat de 4-3 au tir au but, résultat qui permettra aux Français de remporter la Coupe. Mais on va en reparler tout de suite. Et oui, le 12 juillet 1998, la finale de la 16e Coupe du Monde de football masculin a lieu au Stade de France à Paris. La France, pays organisateur, remporte la Coupe du Monde pour la première fois face au Brésil. 3-0, et 1, et 2, et 3, 0, et 1, et 2, et 3, 0. On entendait ça partout. Enfin, moi, personnellement, ça m'a rien changé à ma vie. Dont 2 buts sont de Zinedine Zidane et un but d'Emmanuel Petit, malgré une fin de match à 10, après l'expulsion de Marcel Desailly, l'entraîneur Aimé Jacquet est porté en triomphe et Jacques Chirac posera un baiser sur le crâne du gardien français Fabien Barthez. Eh oui, mais c'est des images qu'on ne verra plus, ça, hein, franchement. Enfin, on peut plus les voir, mais, enfin, on peut toujours les revoir, mais enfin, moi, personnellement, bon, le football, c'est, voilà, bon. On peut pas tout aimer non plus, hein. C'est malheureusement le 30 juillet que 2 avions se percutent en survolant le Norway ex-paquebot France ancré au large de Quiberon, faisant 15 morts. Eh oui, hein, les curieux des fois. Hein. Et c'est le 13 août qu'on apprend le décès de Nino Ferrer, le chanteur, auteur, compositeur franco-italien qui était né le 15 août 1934, dont on retiendra la chanson Mirza. Avez-vous vu Mirza? Nanana. Bon, enfin bon. Et qui compte joyeusement l'histoire d'un chien que le propriétaire a perdu. Vous n'avez pas vu Mirza? Je le cherche partout. Ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Bon. Hein. Ouais, d'accord. Hein. On repassera. Et voilà, c'était le 13 août que décédé Nino Ferrer. Le 17 août, c'est Bill Clinton, président des États-Unis d'Amérique, qui reconnaît avoir entretenu avec Monica Lewinsky une relation qui n'était pas convenable. Bon, franchement, ça aurait été Monsieur Tout-le-Monde, on n'aurait même pas parlé de savoir avec qui il avait couché ou pas, franchement. Mais bon, et président de la République, enfin président des États-Unis, alors on en parle. On en a fait tout un pataquès pour Bill Clinton. Par contre, pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, hein, y a toujours eu, et puis, bah voilà, hein, les chefs d'État ne sont pas non plus exempts. Hein. On n'est pas fait de marbre. Donc, voilà. Hein, chacun peut un jour, voilà, ben, il arrive des gens, des femmes ou des hommes trompent leur femme ou leur mari. Pour qui, pourquoi, pour quel, sinon on ne savent rien, mais bon. Et le 16 septembre, la comédie musicale Notre-Dame de Paris est présentée au Palais des Congrès de Paris. Cette merveille, écrite par Luc Plamondon et mise en musique par Richard Cossient, est largement fredonnée via les chansons « Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un... » Voilà. Et « Belle... Elles en ont inventé pour elle. » Enfin bon, bref, hein, qui n'a pas fredonné
Le temps des cathédrales est belle. Eh oui. Et c'est aussi cette même année que le 22 octobre 1998, l'ouragan Mitch s'abat violemment sur l'Amérique centrale le 22 octobre et dans les jours qui suivent, causant la mort de plus de 19 000 personnes. C'est le 8 novembre qu'on apprendra le décès à Cannes de l'acteur, sculpteur, cascadeur, peintre et écrivain Jean Marais. Né le 11 décembre 1913, bien connu pour le duo qu'il forme avec Louis de Funès dans les films, la saga des films Fantomas. Qui n'a pas vu ça? Moi, je me rappelle, j'étais gamin, c'était marrant. Moi, j'aimais bien ces films-là. Mais bon, voilà. Alors, après tout, on peut toujours les revoir sur pas mal de plateformes. Et on passe au hit parade de cette même année 1998. Ah, le hit parade, on va pas quand même passer à côté le hit parade de l'été 1998. Hein? Bah oui, le hit parade de 1998, c'était bien sûr Madonna en international avec Frozen, Céline Dion avec... Bah oui, ah, vous ne le rappelez pas? Non, vous ne rappelez pas? My Heart Will Go On. Will Go On, ouais, enfin bon, peu importe. La bande originale du film Titanic. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Va falloir que vous revoyiez un petit peu vos copies là, hein? Non mais sans blague. C'est la rentrée des classes, moi je vais... Allez hop, tout de suite, hein. Allez, interrogation écrite, allez hop. Mano, eh oui, vous l'avez encore pas révisé pendant les vacances? Non mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? La tribu de Dana qui était aussi au hit parade de cet été 1998, ainsi que Florent Pagny avec Santé. Ouais, oui, il y avait l'âme et bien entendu, Daniel Lavoie, Garou et Patrick Fiori avec Belle. Bah oui, hein. Alors, bon, alors vous prenez des notes tout de suite, hein. Vous me sortez vos cahiers, vous prenez les notes. Alors, je répète, Madonna, Frozen. Céline Dion, Titanic, avec My Heart Will Go On. D'accord? Bon, Mano avec La tribu de Dana. D'accord? Florent Pagny avec Santé. D'accord? Et Daniel Lavoie, virgule, Garou et Patrick Fiori. Belle. Bon, vous me rendez les copies maintenant. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va dire au revoir à 1998 et dire bonjour à 1999 comme de bien entendu. Est-ce que l'année sera plus jolie? Voilà. Alors on commence le bonjour 1999 avec, bien entendu, la chronique météo et le graphisme qui va bien, des températures et des pluies, des écarts, bien entendu, pour l'année 1999. Et dès le 6 janvier 1999, des températures maximales, par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'article, 15 degrés à Paris, 19 à Montpellier et 23 à Pau. C'est l'été en plein hiver. Incroyable, non? Non, mais... Alors, vous en rappelez... Ah ben non, on s'en rappelait pas. Bah oui, bah ça y est, on s'en rappelle. Et l'arrivée de la neige par l'ouest le 12 janvier 1999 à 10h, température et précipitation de la journée du 12 janvier 1999. Comme on peut le voir sur la photo, la neige qui recouvre Paris. Rapidement, Paris s'est retrouvé paralysé dans la soirée du 12 janvier par cette neige. Et Nathalie Riouet expliquant la situation sur France 2 dans la soirée du 12 janvier 1999. Fin janvier, début février 99, le manteau neigeux devient très important sur les massifs montagneux, notamment sur le nord des Alpes. Le 9 février, une avalanche ensevelit 17 salés et provoque la mort de 12 personnes au hameau de Montroc, dans la vallée de Chamonix.
dont dans les jours qui suivent, une nouvelle avalanche fait 3 victimes aux Arcs et une autre fait 2 victimes à Val d'Isère, comme vous pouvez le voir sur les photos. Ah oui, les avalanches, qu'est-ce que vous voulez qu'on y faire quelque part. En même temps, bon, l'être humain n'est pas quand même trop fut-fut, hein. On s'en va construire des maisons au pied des montagnes. Évidemment, s'il neige et qu'il y a une avalanche, il y a de grandes chances qu'elle tombe sur le toit. Mais après, bon, ouais, voilà. Mais ça, c'est l'intelligence humaine. Il y a des choses que j'aurais pas toujours tout compris. Mais bon, toujours est-il que... Voilà. Et l'orage tropical du 30 mai 1999, comme on peut le voir, l'orage et les inondations en Île-de-France le 30 mai 1999. Au moins, le bus était déjà lavé. Hein. Et donc, cet été 1999 va être sous les augures de canicule, de pluie, d'orage, de vent. C'est aussi une goutte froide espagnole qui engendrera les inondations de l'Aude le 13 novembre 1999, comme vous pouvez le voir sur les photos, dont un jeune de 21 ans qui s'accroche 11 heures durant à un pylône électrique. Hein, ça a dû être très long. Et entre le 20 et le 21 novembre 1999, la moyenne vallée du Rhône est de nouveau paralysée par la neige, comme vous pouvez le voir sur les photos. Mais ce qui est le plus marquant, c'est cette fameuse tempête Lothar. Dans la matinée du 26 décembre 1999, une tempête d'une violence encore jamais observée jusqu'à cette date, nommée Lothar par les Allemands, ravage toutes les régions allant de la Normandie à l'Alsace. Cette violente tempête, voire, on pourrait dire ouragan, concerne 56% du territoire français, moitié nord durant 22 heures, avec un indice de sévérité exceptionnel. Les dégâts sont considérables et parfois similaires à ceux que l'on observe après un cyclone tropical. Les forêts entières sont littéralement rasées, notamment au sud des Vosges. Des bâtiments sont entièrement détruits. Il s'agit probablement d'un événement millénaire. La tempête de janvier 1739 aurait été moins violente. Les vents dépassent souvent 150 km/h et atteignent jusqu'à 210 km/h au pont de Tancarville dans l'Eure, 180 km/h dans le Calvados, 173 km/h à Orly, 169 à Paris, Montsouris, 166 à Alençon. C'est surtout de la Bretagne à l'Alsace que les vents les plus impressionnants ont lieu, car les 150 km/h sont monnaie courante avec localement 170 voire 180. Les 200 km/h sont dépassés en Allemagne. Heureusement, cette tempête passe extrêmement vite, ne durant généralement que 3 heures. On compte au moins 30 morts en France et au moins 30 morts en Suisse. Les dégâts de cette tempête sont incroyables. C'est du jamais vu dans Paris et de nombreuses personnes sont restées choquées par ce qu'elles ont vécu, notamment à Saint-Pierre-sur-Dive, où le dernier étage d'un immeuble s'est retrouvé totalement soufflé. J'habitais Saint-Pierre-sur-Dive, donc je m'en rappelle. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les photos à Paris, les dégâts ont été quand même relativement impressionnants. Mais nous allons en reparler, bien entendu, dans les actualités. Et la forêt vosgienne n'a pas non plus été épargnée par le passage de Lothar et les évaluations des pressions atmosphériques à Paris, comme vous pouvez le voir sur ce graphisme, ainsi que les inondations à la fin du mois de décembre 1999, comme vous pouvez le voir sur les photos, à Arcasson, Argentan, Sablé-sur-Sarthe, et encore une fois Argentan. Et donc, c'est fini pour la chronique météo. On va passer à l'actualité et les événements qui se sont déroulés en 1999, bien entendu, et on passe tout de suite avec l'euro. L'entrée en fonction de l'euro le 1er janvier 1999 à la Banque Centrale Européenne, BCE,
dont la communauté économique européenne l'euro devient la monnaie officielle dans les milieux d'affaires et la finance de 11 pays d'Europe. Eh oui, c'est aussi la sortie en France et en Belgique du film Astérix et Obélix contre César le 3 février 1982. Ce film de Claude Zidi avec Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix et Christian Clavier dans le rôle d'Astérix. Des Astérix et des Obélix, comme on savait en faire. Eh oui. Et donc, l'affaire Bill Clinton n'était toujours pas terminée. Le 12 février 1999, le Sénat américain acquitte le président des États-Unis, Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky et lui évite ainsi la destitution. Encore, à croire que le Sénat américain est peut-être, a reconnu que nul n'est parfait. Hein. Et le 24 mars 1999, c'est un incendie dans le tunnel du Mont Blanc qui fait 39 morts. Le tunnel sera fermé pendant 3 ans. C'est aussi le 27 mars 1999 que Louis Schweitzer, président-directeur général de l'entreprise automobile Renault, envoie son numéro 2, Carlos Ghosn, au pays du soleil levant pour signer un accord de partenariat avec le japonais Nissan. Et on apprend le 10 juin 1999 le décès d'Eli Kakou, acteur et humoriste franco-tunisien bien connu pour son one-man show avec le personnage Madame Sarfati. Il était né le 12 janvier 1960. C'est le 16... Oui, non, mais c'est le... Ah, c'est le 16, hein. Non, mais... Le 16 juillet... Je vais y arriver, on arrive enfin à la vidéo, c'est peut-être pour ça. Le 16 juillet, John Kennedy Jr., fils de l'ex-président des États-Unis du même nom, meurt dans un accident d'avion. Le 25 juillet 1999, c'est l'arrivée du Tour de France, avec l'Américain Lance Armstrong qui remporte son premier Tour de France à 7 minutes du Suisse Alex Zülle et à 10 minutes de l'Espagnol Fernando Escarpin, contrôlé positif. Lance Armstrong est temporairement sauvé par un certificat médical. C'est aussi le 11 août que l'éclipse totale de soleil, la dernière éclipse totale de soleil du XXe siècle, traverse une partie de la France, de l'Europe et de l'Afrique et même de l'Asie. Le 17 août, c'est un tremblement de terre à İzmit, en Turquie, d'une magnitude de 7,6 qui détruit des milliers d'habitations et provoque un tsunami. Le bilan est de 17 380 morts et de 23 000 blessés et des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans abri. C'est aussi le 26 août que tout juste nommé Premier ministre de la Russie, Vladimir Poutine, envahit la Tchétchénie officiellement pour combattre le terrorisme. Les violences infligées par les Russes seront qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le Parlement européen. Comme quoi, ça commençait déjà en 1999. Eh oui. Comme quoi, hein. Mais bon. Hein. Le 29 octobre, en Inde, c'est le cyclone Dorissa, qualifié d'ouragan du siècle, qui cause la mort de plus de 10 000 personnes. C'est le naufrage aussi du pétrolier Erika, dans le Finistère, le 12 décembre 1999, avec 10 000 tonnes de fioul qui s'échappent du bateau
affrété par Total Fina. Eh oui, encore une fois, la Bretagne n'avait pas été épargnée par les naufrages des pétroliers. Franchement, la Bretagne n'a jamais eu de chance de ce côté-là. Enfin bon, si on peut appeler ça de la chance. Et on revient à ce fameux ouragan Lothar qui déferle sur la France avec des rafales de vent de plus de 150 km/h. Les 27 et 28 décembre, il est suivi dans l'Europe de l'Ouest de l'ouragan Martin. Ces tempêtes causent 140 morts, plus de 150 millions de mètres cubes d'arbres abattus et une panne d'électricité durable jusqu'à 19 jours pour 10 millions de Français. Comme vous pouvez le voir sur les photos, effectivement, les photos résument. À Saint-Pierre-sur-Dive, ce dernier étage de cet immeuble qui avait été ravagé par cette tempête, voire ouragan. Et on passe au hit parade de 1999 avec Eiffel 65 avec Blue. Enfin bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Et donc, qui était au sommet du hit parade international, ainsi que l'Omega et son Mambo Number 5. Et au hit parade français, c'était Zebda avec Tomber la chemise. Il faut, enfin bon, je l'ai pas en tête. Hein. Non. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ainsi que La Rousseau avec La Rousseau qui Tu m'oublieras et Mylène Farmer. Eh oui, Mylène Farmer était encore présente, dans ce hit parade de 1999 avec l'Amsterdam. Et chers amis, on va se quitter sur 1999 avant de se retrouver la semaine prochaine pour le dernier volet de Souvenirs d'une autre et belle époque. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis tout naturellement à la semaine prochaine. Bis, portez-vous bien. À la semaine prochaine les amis.